le patrimoine, point d'interrogation. Alors, je remercie le CITEM d'avoir fait un clin d'œil aux activités de la Caisse des dépôts et consignations, puisque nous sommes partenaires d'un programme qui s'appelle Réinventer le patrimoine, qui est un programme collaboratif avec le ministère de la Culture et Atout France, qui en est l'opérateur, et qui est un programme en fait d'aide en ingénierie pour justement accompagner des structures privées ou publiques qui possèdent un patrimoine architectural plus ou moins remarquables, mais dont elles ne peuvent pas faire un musée ou un lieu de visite uniquement, et qui souhaitent réfléchir à des nouvelles formes d'activité et d'exploitation pour faire en sorte que les loyers, je fais simple, mais pour faire en sorte que les loyers qui sont dégagés par ces activités, en fait, permettent d'entretenir les bâtiments sur le long terme. Et comme je suis le premier à prendre la parole, je vais faire un peu de promo. L'année dernière, on a commandé une étude qui s'appelle Panorama des expériences numériques et immersives, potentiels et opportunités pour les sites patrimoniaux. On a fait une série d'interventions publiques et l'étude en fait est aussi accompagnée de fiches pratiques assez détaillées sur comment concevoir, comment exploiter et comment évaluer des dispositifs de médiation numérique et immersive. L'étude est disponible en téléchargement sur le site de Réinventer le patrimoine dans la partie ressources. Une fois que j'ai dit ça, je vais juste resituer ce qu'on entend par patrimoine. En France, on parle bien ici essentiellement du patrimoine architectural bâti, quel que soit son âge. Alors j'ai fait une petite recherche. En 2020, il y avait 66 communes sur les 36 000 qui existent en France qui possèdent au moins un édifice protégé au titre des bâtiments, au titre des monuments historiques, ce qui fait 43 400 bâtiments à travers tout le pays. Si on descend un peu dans le détail, il y a 8 847 communes qui n'ont qu'un seul bâtiment, soit 21% du total, et il y en a 23 communes qui possèdent plus de 100 bâtiments, ce qui représente 14% du total. Ce qui vous donne un peu l'ampleur de l'héritage que nous avons en termes de bâti historique. Alors, je ne descends pas dans le détail de où c'est situé, dans quel état sont les bâtiments et qui les possèdent, mais ça fait beaucoup de choses et la question de la réinvention du patrimoine devient d'autant plus prégnante, on va dire, à l'heure où les limites planétaires sont en train d'être très largement dépassées et que collectivement, l'État a décidé de passer à une politique qui s'appelle zéro artificialisation nette, ce qui veut dire qu'on arrête de construire, on arrête de prendre sur les terres arables et on essaye autant que faire se peut, c'est l'une des pistes, de réutiliser des bâtiments qui ont, pour la plupart d'entre eux, voire même pour la totalité d'entre eux, jamais été pensés pour l'usage qu'on veut en faire aujourd'hui. Donc, ce qui suppose pas mal de réflexion et pas mal d'accompagnement. Alors, pour les questions de réinventer le patrimoine, je vais citer quelques exemples des dernières années. Vous avez le hangar Y à Meudon, qui était un ancien bâtiment qui accueillait des dirigeables, qui est aujourd'hui opéré par une société conjointe dont Beaux-Arts, le fonds Art Nova qui possède Beaux-Arts est actionnaire, ainsi que la Caisse des dépôts. Vous avez Cosquer Méditerranée, qui est un exemple un peu particulier, puisque là, c'est réintégrer une copie d'un objet archéologique qui est une grotte qui est inaccessible au public et qui a été réinstallée dans un patrimoine bâti contemporain, puisque l'endroit où se trouve Cosquer Méditerranée est un bâtiment qui avait été construit pour faire autre chose, dont l'activité n'a pas marché et qui a été reconfiguré. D'ici quelques années, nous aurons collectivement un projet qui tourne autour du château du Petit Prince, qui va réinstaller en fait un musée dédié à Antoine de Saint-Exupéry dans le bâtiment où Antoine de Saint-Exupéry est né à Saint-Maurice-de-Raymond en Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense à la Saline Royale d'Arc-et-Senans qui, avec un partenariat avec Iconem, projette du numérique sur le patrimoine historique de l'humanité dans une des bernes de la Saline. Je pense pas du tout en numérique, mais à une activité qui, me semble-t-il, est aussi une forme d'exploitation et de mise en valeur du patrimoine, qui est ce qu'on
appelle aujourd'hui d'un mot un peu valise qui s'appelle le théâtre immersif. Alors là, on parle pas de numérique, on parle de remettre des humains pour raconter des histoires, pour faire de la médiation. Je pense à Crumble Productions, qui a créé Au bonheur des dames, au bon marché, ou dans une forme un peu plus originale qui s'appelle Dernière fiançailles. Vous vous inscrivez sur une liste d'attente et le jour J, on vous dit, vous vous rendez à tel endroit, vous prenez un bus et vous allez dans un château dont vous ne connaissez pas la destination. Vous avez aussi d'autres structures comme Polaris, comme Sculpteur de rêve, qui occupe avec un escape game sur la Résistance, l'ancien musée consacré à la libération de Paris. Je pense aussi à Villers-Cotterêts, qui est géré aujourd'hui par le CMN, sur lequel Abla reviendra peut-être un petit peu. Non, pas du tout. Donc voilà, on n'en parlera pas. Je pense aussi au Louvre-Lens-Vallée, qui est un incubateur qui a été installé dans une ancienne école à Lens et à côté du Louvre. Et enfin, et après je m'arrêterai là pour passer la parole à mes invités, à la prison Jacques-Cartier à Rennes, qui va être transformé en tiers-lieu dédié à la démocratie participative au milieu d'un quartier dont la prison constitue en fait un obstacle aujourd'hui à la circulation de la population. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de formes de réinterprétation du patrimoine, il y a beaucoup de formes d'exploitation. Et je vais commencer donc par passer la parole à Abla, qui travaille au Centre des Monuments Nationaux, qu'elle va brièvement présenter et qui va nous expliquer un peu ce que fait le Centre des Monuments Nationaux dans le domaine. Merci Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce matin. Donc, je suis chef de mission stratégie prospective et numérique au CMN. On est le premier opérateur touristique et culturel en France avec 100 monuments à travers tout le territoire et 11 millions de visiteurs, donc en constante progression. En termes de nouvelles expériences de médiation, vous entendez correctement? Ouais. Ah oui, les slides. Je pensais qu'ils étaient lancés. Donc là, c'est un peu en avance, mais voilà, je vais progresser dans mon intervention, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu m'avais donné 7 minutes et j'avais déjà peur de les dépasser. Donc voilà. Donc en termes de médiation, on a intégré le numérique depuis très longtemps. Donc je vais pas vous parler de ce qu'on propose. Dans nos monuments, vraiment l'objectif, c'est d'offrir une palette qui répond aux besoins de chacun de nos visiteurs, avec du numérique, avec de la médiation humaine, avec des livrets de papier qu'on continue à distribuer parce que c'est un besoin. Donc je sais pas si certains d'entre vous était à la présentation d'hier du GES en fait sur les attentes des visiteurs, mais voilà, pour nous c'est vraiment essentiel d'avoir cette pluralité d'outils de médiation. Et on fait aussi des refontes de parcours où on fait du remeublement. Et en fait, un monument en soi est déjà immersif. Un monument meublé est une expérience immersive qui mobilise tous les sens, enfin quasiment de nos visiteurs, à part le 5e, en fait, on les a pas vus lécher des murs, mais en tout cas l'odorat, la vue, le toucher, voilà, pour ceux qui ont tous ces sens activés. Et donc dans nos propositions de refonte, on intègre souvent donc du remeublement où là on met pas de numérique ou très peu, et vraiment des espaces dédiés d'interprétation avec du numérique. On essaie d'aller plus loin, en particulier sur le hors les murs, et on a lancé il y a quelques années maintenant, et on a pérennisé un service de visite guidée à distance. Donc on a aujourd'hui 21 monuments qui proposent ce service, où là l'humain est central. Donc c'est un guide conférencier qui à distance accompagne une classe, un EHPAD, un hôpital dans la découverte du monument, sur la base en fait soit d'une numérisation, soit d'une vidéo 360 du monument.
Ça a des moments de succès, on a 97% de satisfaits, ça donne envie de venir dans le monument, 85% nous disent que ça leur donne envie de venir. Et une des conclusions en fait sur ce service, ça a été qu'il fallait qu'on aille plus loin en termes d'immersion et d'interactivité. Et donc on a été lauréat du PA4 numérisation du patrimoine. Sur notre stand C43, vous pourrez voir des démos. Pour aller plus loin en termes de médiation hors les murs, avec de l'immersif, donc porté par Mira, donc sur de la VR, mais pas que. Donc on est en train de développer un escape game pour toucher des publics plus jeunes. Et puis également, on va plus loin aussi sur les visites à distance. On les a un peu détournées pour favoriser l'accessibilité dans nos monuments pour les publics PMR. Donc là, c'est un exemple à Carcassonne ou avec d'autres partenaires donc, du pays A4, numérisation du patrimoine et de l'architecture, financé par la Caisse des dépôts et le ministère de la Culture. On développe aussi du Live 360. L'objectif aujourd'hui, c'était pas de zoomer là-dessus, même si je pense que j'ai déjà passé 3 à 4 minutes et qu'il me reste à peu près 3 minutes. 3 minutes, c'est ça, donc j'ai bien jaugé. Mais d'aller sur d'autres formes en fait d'expériences qui sont pas forcément dans un objectif de développement économique. Donc le titre là, c'est de notre session, c'est nouvelles expériences et modèles économiques. J'ai pas forcément de réponse là-dessus. En termes de développement économique, on a d'autres choses, en particulier de la réalité virtuelle à large échelle, ce qu'on appelle large scale, plutôt pour des logiques internationales. Mais je voulais vous zoomer en fait sur des expériences qui sont basées sur de l'immersion sonore, où pour nous c'est vraiment quelque chose de très intéressant et je pense qu'il y a un potentiel qui est pas assez développé. D'une part en termes d'émotion, d'attente des visiteurs et de rapport investissement satisfaction des visiteurs, puisque sur de l'immersion sonore, on peut très vite aller d'un rapport de 1 à 10 en termes d'investissement. Et je voulais vous parler en fait d'une expérimentation qu'on a menée avec le studio Tamanoir au château de Cadillac. Donc c'était l'année dernière. Tamanoir a été incubé au sein de l'incubateur du patrimoine et on a proposé aux visiteurs un banquet sonore dont vous êtes le héros dans le cadre d'une exposition en fait sur les tables d'exception, et je vais vous passer une petite vidéo. Et là je pense que j'ai mangé mes 3 minutes. Donc, le principe, et il me reste 1 minute à peu près. Non, ça y est, j'ai déjà mangé. Le principe, en fait, c'est que la narration prime avant tout et que l'enjeu, c'est de faire oublier la technologie. Le principe aussi, c'était qu'on voulait pas investir dans du matériel coûteux. On a des enjeux aussi d'empreinte environnementale. Donc là, on est plutôt sur une expérience low cost. Et de se dire que nos visiteurs viennent en fait pour vivre une expérience sociale. Et là, on trouvait ça intéressant aussi d'engager leur corps. Et donc tout le scénario les invite en fait à faire des mouvements de manière collective en fait pour mener leur enquête avec des personnes qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc on est vraiment aussi dans une écoute mutuelle. Donc par petits groupes.
Les résultats ont été excellents, c'est-à-dire qu'en 90% nous disent qu'en fait, ça leur donne envie de revenir dans le monument. Donc c'est un moyen aussi pour nous de toucher les habitants de proximité qui viennent pas avec une nouvelle expérience. 90% nous disent qu'ils souhaiteraient avoir plus d'immersion sonore dans nos monuments. Donc voilà, c'était une expérience que j'avais envie de vous partager. Et je vais m'arrêter là. Merci. Voilà, même si il y a encore plein de choses. Voilà, il y a encore plein de choses. Merci. Je te repasserai la parole un peu plus tard. Je vais rebondir sur la question de visiter autrement et des modèles économiques pour passer la parole à Thibaut Manchon de Cultival, qui est un opérateur effectivement de médiation pour un certain nombre de structures et qui est à l'origine, et il va vous expliquer, du projet qui s'appelle Aura Invalide, qui est une expérience immersive à l'intérieur du Dôme des Invalides, au-dessus du tombeau de Napoléon. Thibaut, à toi. Merci Gilles, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Magnifique. Écoutez, ravi d'être là et de partager quelques informations concernant... Tu m'entends pas ? Essayez. Ça va mieux ? Ah, superbe. Donc, ravi à nouveau, pour ceux qui ne m'entendaient pas, de partager quelques informations concernant l'expérience Aura Invalide. En 2 mots, Cultival est une agence qui a été créée il y a 24 ans, avec pour mission de faire visiter autrement les sites, les monuments, les lieux de patrimoine. Dans la visite autrement, l'objet c'est vraiment de créer des outils de médiation, soit les reprendre, soit en créer de nouveaux et en développer pour attirer des nouveaux publics dans des sites, dans des monuments, augmenter clairement leur flux de visiteurs et augmenter leurs ressources propres. Donc vraiment dans cette idée, nous avons travaillé pour le compte de l'Opéra de Paris là, depuis plus de 20 ans maintenant, travaillant pour Roland-Garros, pour le Stade de France, pour la Manufacture des Gobelins, pour quelques sites comme le Musée Yves Saint-Laurent notamment, donc une douzaine de partenaires avec lesquels nous œuvrons depuis quelques années. Et puis nous cherchions un nouveau format, un format un petit peu révolutionnaire, pour attirer des nouveaux publics dans des sites ici en France. Nous avons un petit peu regardé ce qui se passait sur le marché à l'international. Nous avons découvert ce qu'on appelle un dispositif, une expérience qui a été montée à Montréal par des studios franco-canadiens qui s'appellent Moment Factory, qui ont créé une expérience au sein de la basilique Notre-Dame de Montréal. Nous avons trouvé que c'était une belle innovation, assez inspirante, et clairement, nous avons fléché une innovation comme celle-là, comme pouvant être accueillie au sein d'un lieu majeur à Paris, donc le Dôme des Invalides. Nous sommes allés voir la direction du musée de l'Armée à l'époque avec ce projet de créer ce contenu-là et pour attirer des nouveaux publics et créer une destination de soirée. Donc complémentaire des visiteurs qui viennent en journée au sein du musée. Donc là, c'est vraiment la petite histoire. Je vais vous passer un film, juste un petit teaser pour que vous voyez ce dont il s'agit. Alors, normalement, il y a du son. Voilà, c'est un teaser assez court. Là, je vais faire défiler derrière d'autres vues pour que vous vous rendiez compte, pour ceux qui ne sont pas encore allés voir l'expérience. Donc là, vous voyez, c'est le Dôme des Invalides. Donc le Dôme accueille 1 million de visiteurs par an, en visite libre pour la plupart. Et nous, nous apportons un visitorat qui est complémentaire. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que nous intéressons une nouvelle frange de la population. Donc, nous avons des familles, du jeune public qui viennent. Évidemment, la clientèle touristique qui de plus en plus est présente au sein du Dôme des Invalides. C'est un projet qui a pris 3 ans à se monter parce que d'abord, il a fallu trouver des accords avec la direction du musée de l'Armée nécessairement, et puis ensuite, puisqu'il y a une frange économique dans les échanges, parler un petit peu finance et montage financier. Donc nous sommes rapprochés
nos très chers amis de la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Ils sont partout. Et nous avons avec eux, avec le groupe Beaux-Arts aussi, via le fonds Arnova, monté une société de projet. Nous avons fait appel à du financement bancaire par ailleurs. Donc nous, au niveau de notre modalité économique, c'est extrêmement simple. Nous finançons l'intégralité de la création. Et donc nous sommes présents dès l'origine du projet, sur toute la partie de préfiguration, bien évidemment, sur la préparation de l'ouverture, et ensuite sur l'exploitation, le temps de l'exploitation. Le propos étant que ça ne coûte pas à notre partenaire établissement public, mais au contraire que ça lui rapporte des loyers, et que au-delà de la visibilité, d'une nouvelle notoriété, il y ait clairement des ressources complémentaires qui viennent dans son escarcelle. Donc la durée de l'exploitation permet, avec la billetterie, tout simplement de financer les capitaux qui auraient été investis. Voilà. Donc il me reste 30 secondes. On est large. Donc depuis 6 mois où le projet a été lancé, nous avons vendu plus de 130 000 billets. Nous avons eu 250 retours presse, 300 000 vues par semaine sur nos réseaux. Nous avons 7 millions de vues sur Facebook, TikTok, nouveaux médias très porteurs pour nous, et Insta. Et voilà, un taux de satisfaction qui est assez bon et que nous surveillons de près. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, ravi de vous le présenter et au plaisir de vous y accueillir. Top. Voilà, parfait. Merci. On passera aux questions un peu après. Je vais maintenant passer la parole à Michael Canitro, qui est donc musicien et DJ, je peux dire ça comme ça, et qui a créé une autre forme de médiation et d'accès au patrimoine qui s'appelle Monumental Tour, et dont il va nous présenter l'ensemble des éléments pendant 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais dire que j'étais très fier d'être entouré de vous tous. Voilà, toutes vos expériences sont absolument incroyables et vont en tout cas dans le sens de mon projet et du message que je veux porter, qui est vraiment la sensibilisation des jeunes générations envers la préservation du patrimoine. Et en fait, c'est né clairement de mon expérience personnelle où depuis tout petit, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer dans les musées, visiter ces lieux historiques avec ma famille, etc. Et en parallèle, j'ai cette passion pour la musique électronique qui est là depuis maintenant de nombreuses années. En tant que DJ et producteur, je me suis dit comment je vais pouvoir faire finalement dialoguer ces deux passions, la musique électronique et celle du patrimoine. Et c'est de ce constat-là finalement que Monumental Tour est né. Je me suis dit que j'allais pouvoir faire des concerts dans des lieux d'exception, de pouvoir présenter ma musique ici, mais que ce concert porte un message de sensibilisation, de solidarité aussi envers le patrimoine. Et c'est vrai que cette idée, en tout cas, est née dans le partage, de se dire finalement, on a la chance en France d'avoir des lieux exceptionnels où les artistes peuvent se produire, peuvent être inspirés par ces endroits-là. Faisons en sorte aussi que les générations futures puissent le faire tout autant que nous. Donc, l'intérêt de Monumental, c'est que c'est un projet solidaire, c'est-à-dire que les gens, quand ils participent au concert, font un don directement pour la préservation du patrimoine. Donc à ce côté-là, qui est effectivement très important, où on a mené diverses campagnes en partenariat avec les lieux qui nous accueillent, de restauration, de statues, de toitures. Avec le CMN, on avait lancé la restauration du pont-levis du château de Vincennes, par exemple. Donc il y a toujours en tout cas des projets solidaires autour de cette aventure-là. Et puis la deuxième, c'est un autre message que je porte, c'est bien évidemment de continuer à démocratiser la musique électronique et la culture digitale en la sortant de ces terrains d'expression habituels, qui sont plutôt les clubs ou les festivals, et pour créer des choses spectaculaires avec le public. Et le but, c'est que le public vienne, danse, communie vraiment avec le lieu et en même temps fasse un geste envers le patrimoine. Si le Monumental Tour peut laisser lui-même un héritage pour les générations futures, le pari sera rempli. J'ai une petite vidéo du coup qui représente un petit peu tous les événements qu'on a fait. Il y en a eu 18 jusqu'à présent.
du pied de la cathédrale de Strasbourg, le premier en 2019 au Palais Rohan, jusqu'à la Tour Eiffel dernièrement pour le centenaire de la disparition de Gustave Eiffel. Il y a eu 18 événements qui se sont passés avec des lieux iconiques tels que le Mont Saint-Michel, le Palais Royal aussi, et des sites un peu moins connus comme l'abbaye de Maizé par exemple, le phare des baleines à l'île de Ré. Le but, c'est finalement que des monuments iconiques soient présents dans la tournée monumentale et qu'il y en ait aussi des moins iconiques, mais qui ont aussi besoin d'être valorisés, d'être mis en lumière. Et finalement, c'est cet équilibre entre des gros sites et des sites qui le méritent aussi d'être davantage mis en lumière qu'on essaie de construire notre tournée chaque année. Donc voilà, 18 événements jusqu'à présent, 16 en France et 2 à l'étranger. Donc ça commence aussi à prendre. On a fait une date à Lisbonne et une date en Italie aussi. Donc petite vidéo brève en tout cas qui résume voilà toute l'aventure monumentale. C'est vrai que c'est l'idée de partager pleinement avec le public, que le public vienne aussi danse et communie face au monument et finalement redécouvre aussi le monument à travers un nouveau regard, à travers la création contemporaine, la musique électronique bien évidemment, mais on a vu aussi le vidéo mapping, l'art digital, la mise en lumière, le laser, etc. Le but c'est vraiment de poser un nouveau regard sur ces monuments, sur notre patrimoine. Quelques chiffres aussi parce que c'est vrai que c'est important, surtout sur l'année 2023 qui était assez exceptionnelle où on a rassemblé plus de 50 000 spectateurs en live sur les événements et puis on est à si on cumule on va dire l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes, on est à peu près à plus de 20 millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ça donne une visibilité très forte aussi pour les monuments en France et à l'étranger. On se rend compte qu'il y a de plus en plus aussi de retours à l'étranger et ça c'est vrai que c'est important pour Monumental de pouvoir jouer un rôle dans la valorisation du patrimoine français au-delà des frontières. On a par exemple sur les prochaines dates des gens qui ont déjà réservé leur venue en France spécialement pour découvrir Monumental, mais ils vont en profiter pour découvrir aussi notre patrimoine, qui viennent de Colombie, de Grèce, des États-Unis, qui vont venir justement pour vivre l'expérience monumentale. Ils vont passer quelques temps chez nous et découvrir le reste de notre patrimoine. Merci Michael. J'aurai d'autres questions après, probablement avec le public aussi. Je vais maintenant passer la parole à Sébastien Zonguero, qui est élu de la ville de Saint-Ouen et à la communauté de communes de Plaine Commune, et qui effectivement représente aujourd'hui Site et Cité Remarquables, qui est une structure dont il va nous parler. Voilà, à toi. Exactement. C'est bon? Vous m'entendez? Non. Non, il faut que ce soit rouge. Bonjour à tous. Effectivement, déjà tout d'abord, merci au CITEM d'accueillir le réseau de comités que je représente. Donc moi, je suis Sébastien Zonguero, je suis élu à Plaine Commune et à Saint-Ouen. Quelques encablures de Paris. Et effectivement, moi, je connais pas un de mes collègues élus qui ne serait pas d'accord pour accueillir de tels dispositifs. Et c'est vrai que en termes d'attractivité et de rayonnement, le patrimoine pour nos territoires, c'est comme un vecteur tout à fait important. Quelques mots avant de parler plus du sujet du numérique pour vous présenter Site et Cité Remarquables de France. Donc nous sommes un collectif de plus de 300 villes et territoires français en métropole et en outre-mer. Nous existons depuis à peu près 2010 et nous rassemblons une population de 14 millions d'habitants. C'est quand même pas rien. Et nous, on a en termes d'ADN l'idée que le patrimoine, c'est doit être au cœur non pas du vecteur culture patrimoine, mais de l'ensemble de l'action publique territoriale, notamment en termes d'urbanisme, en termes de développement durable, en termes de logement, en termes de développement économique. Et avec nos partenaires qui sont nombreux, on peut citer bien sûr le ministère de la Culture, on peut citer aussi le ministère des Affaires étrangères, puisque Cité Remarquable a
a un champ d'action important à l'international, mais aussi l'Agence nationale des cohésion des territoires, mais aussi, on n'arrête pas de le citer, mais la Caisse des dépôts et la Banque des territoires qui est un acteur important. Nous, notre rôle, c'est d'être une boîte d'ingénierie associative au service des collectivités et qui apporte des enjeux en matière d'accompagnement en ingénierie. Par exemple, oui, j'ai oublié de le préciser, nous, notre rôle, c'est d'associer les collectivités, notamment celles qui sont dépositaires d'un label site patrimoine remarquable ou, bien sûr, ville, art et d'histoire. Et donc, nous, pour ces collectivités, nous mettons à disposition des experts pour, par exemple, monter une commune qui voudrait inscrire son patrimoine dans un acte réglementaire comme un site patrimoine remarquable, de les accompagner. Bien évidemment, on fait beaucoup de formations pour à la fois les professionnels, pour les sensibiliser aux questions de collectivité, mais aussi pour les élus, pour les ouvrir à des champs nouveaux. Nous avons aussi des actions un peu maintenant d'envergure et qui commencent à faire connaître comme l'opération entrée de ville. Hein, c'est comme disait Jack Lang, la France moche, et donc on essaye d'accompagner les collectivités parce que c'est bien d'avoir un centre ancien remarquable, mais si l'entrée de ville est gangrénée par les centres commerciaux, voilà, donc il faut tout ça fait sens si on le prend de manière globale, et bien sûr toute une action de veille juridique, d'accompagnement, etc. Sur le sujet du numérique, comme j'ai dit, les demandes sont croissantes de la part des collectivités parce qu'on voit bien. On le voit, quand on est élu, moi comme je dis, être élu, c'est quoi? C'est deux choses. C'est protéger la communauté, c'est tout ce qui est éducation, santé, voilà, la voirie, les transports, vraiment, le quotidien, mais c'est aussi projeter la communauté. Et projeter la communauté, on le voit bien en termes d'attractivité aujourd'hui pour les territoires, ça passe par la culture, le patrimoine, le numérique. Et comment allier tout ça? Eh ben, c'est quand même assez compliqué pour nous collectivités parce que vous connaissez un peu le sujet des finances publiques au niveau local, et je pense qu'on va encore avoir d'autres conséquences budgétaires prochainement. C'est très compliqué, et c'est vrai que le sujet, je crois que c'est vous Thibaut qui avez parlé du modèle économique, elle est fondamentale. Et voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on fait à Cité Remarquable sur ces questions-là? On n'a pas d'action propre. Nous sommes un réseau, mais nous accompagnons activement les communes et villes membres de notre réseau avec des actions de formation, des séminaires sur ces questions-là. Et nous avons aussi, je fais de la pub, excusez-moi, c'est le moment, nous avons édité un guide qui s'appelle Valorisation numérique des patrimoines, qui fait un peu le tour de la question des enjeux, comment faire, quels partenaires associer, et qui est disponible sur le stand de Cité Remarquable qui se trouve à l'entrée du site, du salon. Et je crois que j'ai bientôt fini, donc je peux pas ne pas évoquer mon territoire quand même de Plaine Commune, où nous avons une opération aujourd'hui qui est assez intéressante sur la notion, qui fait le lien entre patrimoine et numérique avec la basilique de Saint-Denis. Et je me retourne vers ma collègue de droite puisque c'est un site porté par le Centre des Monuments Nationaux en lien étroit avec la ville de Saint-Denis et Plaine Commune qui est l'Interco. Et en gros, vous savez que la flèche de la basilique de Saint-Denis a été démontée dans les années 1840, et voilà, il y avait des sujets de la remonter, la reconstituer, bien sûr, au niveau des élus, jusqu'il y a une dizaine d'années, tout le monde n'était pas vraiment chaud, ça allait coûter de l'argent, mais il y a une association qui a été montée, et on a, grâce à un partenariat tout à fait important entre les collectivités, encore une fois, Saint-Denis et Plaine Commune, le Centre des Monuments Nationaux, lancé l'opération suivez la flèche, et donc on est en train de reconstituer, mais c'est un travail extraordinaire, à la fois patrimonial pour ce site est vraiment remarquable du territoire de Plaine Commune, mais aussi en termes de valorisation des métiers. Et j'y viens, l'immersif, avec un acteur qu'on a la chance d'avoir sur le territoire installé à Aubervilliers, qui est Art Graphique et Patrimoine, et qui donne autour de ce projet de la flèche donne l'occasion d'une expérience immersive tout à fait remarquable qui a vraiment un attrait auprès du grand public. Voilà, merci Gilles, je rends le micro.
Merci Sébastien. Je vais, comme l'un des sujets, c'est les questions de modèle économique, je vais poser à nos 3 invités qui sont plutôt dans l'exploitation, donc pardon Sébastien de ne pas te donner la parole sur ce sujet-là, pour vous demander quelques éléments sur les tarifications que vous proposez sur un certain nombre d'activités, alors pas sur tout, parce qu'au Centre des Monuments Nationaux, ça va être un peu long, mais sur un ou deux sujets, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Abla, et puis après, je pense que c'est aussi intéressant pour Michael de préciser effectivement comment se montent ces concerts, quel est le système de billetterie, etc. Alors, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, je vous l'ai montré parce que nous, on a une grande hétérogénéité de sites avec des petits sites et des sites qui font plus d'1 million de visiteurs. Là, je vous ai montré un exemple sur un site en fait avec une fréquentation assez faible et du coup un dispositif low cost qui permet en fait d'attirer du public, de fidéliser du public, de répondre aux attentes du public avec un investissement qui est faible. Là, nous, on l'a proposé gratuitement. En termes de propension à payer, on a posé la question, elle est de 9 €. Après, en fait, on a d'autres expériences. Je voulais en parler, mais j'ai pas eu le temps de dérouler tous mes slides tout à l'heure. Mais pour moi, en fait, dans les pistes qu'on suit et qu'on souhaite développer, on a toute la question de l'olfactif. Donc, on vient de mettre en place un parcours olfactif à l'hôtel de la Marine. Donc là, c'est inclus dans le prix du billet. Également, la question du théâtre immersif. Et c'est là où vraiment, là ces 2 exemples sortent du tout technologique aussi, parce que on est convaincu qu'il faut de la technologie, qu'il faut du numérique. On en met là où il faut. On est convaincu que le numérique peut-être aussi peut permettre aussi du développement économique. J'en ai parlé avec de la VR large scale, mais on a convaincu aussi qu'il y a des attentes du public aujourd'hui d'expérientiel, sans forcément numérique, et que je dis souvent que dans un monde tout numérique, la valeur, elle est dans la physicalité, dans l'humain. Donc, on teste aussi des formats de théâtre immersif. Donc, et là, il y a un spectacle qui va reprendre la Vincennes, donc Hamlet Helsingor, par la compagnie A2R. Donc, où c'est vraiment du théâtre immersif dans le château de Vincennes, où on peut déambuler d'une pièce à l'autre et suivre différents moments de la pièce. Donc c'est assez fort. Et là, pour moi, le modèle économique n'est pas solutionné. Voilà, puisqu'on reste sur des tarifs qui sont très élevés. L'expérience est très puissante, mais on a des jauges limitées, 120 personnes, et on a un coût d'entrée qui est de 49 €, qui est très élevé. Et pour moi, un des enjeux, ça va être de trouver, je suis convaincue que ce format de théâtre immersif fait beaucoup de sens, en fait, aussi dans nos monuments. Et un des enjeux à venir, nous, c'est justement de challenger ce modèle économique. J'en profite aussi du coup pour préciser effectivement sur le projet Monumental Tour. Donc c'est avant tout un geste artistique. Ça part en tout cas d'une inspiration par rapport à un lieu que j'ai envie de mettre en lumière et en musique. Et du coup, on va aller ensuite chercher des financements qui sont à chaque fois assez hybrides en fonction des opérations. La plupart du temps, le format privilégié, c'est quand même un projet où le Monumental Tour va être financé principalement par des partenaires privés, où finalement on va pas se reposer sur la billetterie, puisque la billetterie a vocation plutôt d'être solidaire et de pouvoir être destinée à la restauration du patrimoine derrière. Donc c'est vrai qu'on essaye, on va dire, de solliciter un maximum des partenaires privés, que ce soit des banques ou des prestataires de nouvelles technologies, etc. On a aussi des prestataires techniques, même s'ils ne donnent pas forcément d'argent, mais qui nous accompagnent énormément pour avoir des dispositifs qui sont toujours extrêmement importants par rapport aux capacités qu'on a à la base. Donc il faut aussi les citer et les remercier par rapport à ça. Donc ça, c'est le modèle principal de Monumental. Et puis ensuite, il y a des fois où il y a des volontés plutôt d'un site qui souhaite nous accueillir. Et à ce moment-là, si le site correspond à notre envie, à notre calendrier, si on a la possibilité de venir, c'est souvent un mix entre des fonds publics et des partenaires privés. Donc c'est en général les régions, les départements qui nous accueillent pour vraiment mettre en avant un monument et du coup jouer sur le côté attraction d'un nouveau public, etc.,
avec toujours, nous en tout cas, on se bat même dans ce schéma-là pour que la billetterie soit toujours destinée à la préservation du patrimoine. C'est surtout important d'un point de vue psychologique finalement que le public se dise ils viennent, ils achètent un billet, mais ce billet en fait c'est un don. Et c'est vraiment cette mécanique de se dire que quand ils sont venus, ils ont participé à une œuvre. En même temps, ils ont dansé, ils ont vu un spectacle, mais ils ont surtout participé à une œuvre de restauration commune, à une expérience, et ils ont eux-mêmes laissé un héritage pour la suite. Donc on voit là un petit peu les différents modèles. Thibaut, est-ce que tu pourrais aussi nous donner qu'est-ce que tu peux nous dire sur la tarification? Et je me posais effectivement la question puisque le spectacle est ouvert le soir, sauf erreur de ma part, avant les Invalides étaient fermés. Donc quels éléments vous avez déjà qui permettent de dire que le public qui vient au spectacle est un public différent et éventuellement additionnel de celui qui venait avant aux Invalides? Alors, pour la tarification, c'est 22 € en préadulte, 13,50 pour les moins de 26 ans, et pour les pitchouns, 9,50. Et les pitchouns viennent beaucoup, donc c'est un petit peu chamboulé notre modèle économique. Mais comme nous avons un taux de remplissage qui est plus élevé que celui prévu, finalement, c'est happy end pour tout le monde. Concernant le profil des publics, dans la pratique, nous avons un système de vente directe, donc dans lequel le public renseigne toute une série d'informations. Donc ça nous permet déjà d'avoir au-delà de la tarification des informations sur le profil des publics qui viennent. Et on a un public qui est assez effectivement qui est assez jeune. Nous avons 12% d'étrangers aujourd'hui. Par exemple, et puis nous avons beaucoup de familles, beaucoup de jeunes publics. On a un format d'achat qui se fait sur notre système de réservation. Nous voyons que nous avons un format d'achat qui se fait un petit peu en groupe, notamment pour le jeune public via TikTok notamment. Donc on voit que ce réseau-là fédère certains profils de visiteurs et qu'à certains moments il va y avoir 4-5 personnes sur une tarification à 13,50 qui vont réserver le même jour pour la même séance. On voit que l'expérience en fait donne envie de sortir et donne envie de venir. Nous avons un système d'observatoire aussi en interne chez Cultival qui est assez pointu et qui permet aussi de rendre des comptes au musée. Parce que effectivement, une des attentes du musée était aussi ce renouvellement des publics, et de les conforter dans le fait que les publics sont complémentaires et qu'il n'y a pas de cannibalisation sur les publics qui viennent en journée. Donc là, c'est pas le cas. Et même au contraire, on voit ça pousse beaucoup en notoriété et ça aide le musée aussi à évoluer dans sa captation de nouveaux publics. Si, je vais juste ajouter un petit point. Le modèle entre guillemets Cultival, Aura Invalide, commence à émerger en France puisqu'il y a un autre acteur qui s'appelle Luminescence. C'est le nom du produit, c'est pas le nom de la société, qui était avant dans une église à Bordeaux et qui est actuellement effectivement à Saint-Eustache. Et pour rebondir sur ce que disait Abla, ils ont prévu dès maintenant en fait de réintégrer de l'humain dans les soirées, puisqu'il y a aussi le spectacle immersif dans l'église Saint-Eustache, mais aussi avec des concerts. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau ça redevient du spectacle, on remet du spectacle vivant et de l'humain dans quelque chose qui est au départ entièrement numérique. Alors le temps passe, on a gratté 5 minutes, donc je remercie le système de nous accorder 5 minutes de plus, et on va passer aux questions du public avec un micro qui va circuler dans la salle. Est-ce que c'est un micro qui marche? Si, il marche. En fait, c'est une question de régie. Ah oui, si, c'est la régie. Oui. Bonjour, Juliette Collin, fondatrice de Crumble Productions. Merci de nous avoir mentionné de théâtre immersif. J'ai une question peut-être un peu plus tournée vers Abla. Je voulais savoir quelle est l'implication de l'État dans le soutien au patrimoine. Je pense notamment, quand vous parliez du modèle économique, à cette question de finalement quand on va au théâtre, on se rend pas forcément compte quel est le véritable
prix du billet pour le spectateur, puisqu'il est fortement subventionné. Et comme finalement le patrimoine, c'est aussi quelque chose qui participe à l'héritage, à la culture, dans quelle mesure l'État pourrait-il éventuellement s'impliquer à subventionner des événements ou des projets qui se passeraient pour revaloriser ce patrimoine? Est-ce qu'il marche? Oui, il marche. Ok. C'était le tien, ouais. Donc voilà, ok. Alors donc nous, on est un EP, un établissement public, on dépend du ministère. Actuellement, en fait, on s'autofinance à 62% sur la billetterie, les boutiques, voilà. Donc on était à des taux supérieurs avant. Donc on bénéficie de parts importantes de subventions publiques. Beaucoup en fait on a une mission centrale de restauration, conservation de nos monuments. Mais en fait tout ce qu'on génère en fait et on a un système de solidarité entre monuments. Donc ceux qui font plus d'1 million de visiteurs viennent financer tout le reste et viennent aussi financer notre programmation culturelle. Donc on accueille nous 400 événements culturels par an dans nos monuments. Parfois, en fait, on coproduit. Je vous ai parlé tout à l'heure de théâtre immersif, parce que pour moi, c'est une piste hyper intéressante, mais on a aussi, on accueille des spectacles Polaris qui font parfois doubler la fréquentation d'un monument, je l'ai pas mentionné, avec pas mal de bénévoles, enfin une majorité de bénévoles. Voilà, donc c'est un autre format aussi qu'on accueille. Donc nous, on peut coproduire, donc voilà, et on soutient historiquement des démarches innovantes, que ce soit en termes d'art contemporain ou aussi en termes de compagnie, voilà. Donc c'est à notre niveau et je peux pas parler au nom du ministère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur et madame devant. Donc, monsieur d'abord et madame après. Bonjour, merci pour vos présentations. J'ai une petite question toute simple. À quel point, dans vos expériences, le public est amené à construire ses envies, à émettre des envies et à avoir une médiation en lien avec celle-là? Merci beaucoup. Je veux pas monopoliser la parole, et je suis assez bavarde, donc je vais essayer d'être courte. Donc là, je vous ai présenté ce qu'on a fait avec Tamanoir dans le cadre de l'incubateur, et là, on est vraiment, on essaie de le privilégier de manière maintenant systématique, même en dehors de l'incubateur, dans une démarche de co-construction avec les visiteurs et souvent aussi avec les agents du monument, parce que c'est essentiel qui soit intégré en amont de la démarche pour pouvoir ensuite promouvoir l'expérience qu'on va proposer. Donc c'est ce qui s'est fait avec Tamanoir, où Tamanoir est venu en résidence, donc a passé du temps avec les agents. On a fait des tests avec les visiteurs, on a pas mal ajusté les choses, et donc on est vraiment dans cette démarche de co-construction. On essaie de plus en plus de se former aussi en termes du UX. Moi, j'ai une personne dans mon équipe formée au Gobelin, et on essaime en interne pour que ces pratiques-là infusent en fait dans tous nos projets. Voilà. Oui, moi je rajouterais aussi juste un point par rapport à Monumental. C'est vrai que le public déjà en tout cas est fortement actif puisqu'ils viennent et ils contribuent à une œuvre, mais il y a aussi toute la partie, on va dire, programmation artistique. Dans le deuxième point qui est extrêmement important dans le projet, c'est de continuer à démocratiser la musique électronique et soutenir aussi les jeunes artistes et la création française. Donc il y a toujours des premières parties, en particulier des jeunes talents, souvent des talents locaux aussi quand on se situe justement dans des territoires. Et on invite le public à voter pour ces jeunes talents qui ensuite se produiront du coup en première partie. Ça leur permet d'avoir une carte de visite exceptionnelle pour eux, de pouvoir jouer Place Stanislas à Nancy. Par exemple, il y a un jeune talent qui a joué devant plus de 20 000 personnes. Ses réseaux sociaux, à l'époque, juste pour donner un peu l'impact que ça a pu avoir, il avait 10 000 followers sur Instagram. L'impact Monumental lui a donné maintenant plus de 300 000 followers et il a signé en agence de booking, il fait des tournées, maintenant il va à l'étranger, etc. Donc il y a aussi, finalement, le public joue un rôle dans la programmation, mais aussi dans la valorisation des artistes français.
Sur notre partie, en fait, la construction narrative de l'expérience Aura a été faite avec le musée de l'armée, avec les studios, et pour que ça aille vraiment dans le bon sens, il y a eu plusieurs séances de mock-up qui ont été créées pendant la phase de construction, donc vraiment des tests qui ont été faits avec des panels d'invités pour nous faire leur retour. Et suite à ces panels, nous avons amélioré en fait la partie expérience et la partie contenu. Maintenant, nous avons beaucoup de retours aussi spontaneux qui sont faits. Alors toujours des questionnaires qui sont envoyés de manière épisodique et avec des échantillons pour avoir des retours assez précis sur l'expérience. Et puis les retours en fait en ligne, eux ils sont sans appel et ils donnent leur avis clairement sur ce qui est attendu par rapport à ce qui est présenté. Merci d'être tous les trois. Alors, il nous reste 4 minutes. Donc, madame, première question, et on verra si on a encore un peu de temps. Merci beaucoup pour vos différents propos. Ma question était plus sur si on devait résumer les modèles économiques les plus vertueux, parce que vous êtes tous sur des sites historiques, la valorisation du patrimoine coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire dans ces nouvelles formes de médiation qui existent aujourd'hui? C'est d'une part la mise en réseau au niveau CMN ou sites et cités remarquables, parce que le réseau rend plus fort avec le CMN, et ou l'apport des collectivités aussi qui financent, et ou l'État qui aide aussi à financer. Et vous, sur Cultival, vous avez fait une levée de fonds, vous êtes assez indépendant. Mais vous, peut-être, Michael, quand vous parliez de financement privé, vous parliez de mécénat, c'est-à-dire un mix mécénat et aide. Enfin, la billetterie est plutôt solidaire. Donc, si on devait résumer ces différents modèles d'exploitation, comment on pourrait se dire quels sont les modèles les plus vertueux aujourd'hui? Non, on peut pas. Il nous faudrait 3 heures. Vous avez posé une question directement à Michael, je vais le laisser répondre. Après, on en a parlé hier. Ouais. Je ferai un petit point sur la question enfin, quel modèle économique vertueux il y a. Je vais passer la parole et puis après je reprends la parole. Merci. C'est une vaste question. Après, quel est le modèle le plus vertueux? Je ne sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de trouver des solutions. De se dire finalement que la problématique économique ou budgétaire ne doit pas être un frein à la création. Donc, on trouve toujours des solutions et on se base aussi sur une équipe. C'est vrai que derrière moi, Monumental, c'est une quinzaine de personnes, des passionnés, des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui travaillent jour et nuit sur la création des shows. C'est aussi pour ça qu'on arrive à faire des choses extraordinaires, des fois avec des budgets contraints. Quand on parlait de partenaires privés, c'est plutôt du sponsoring que du mécénat. C'est vrai qu'on n'a pas la capacité, en tout cas pour l'instant, de recevoir du mécénat, mais pourquoi pas un jour. Mais c'est plus des partenaires privés. C'est plus des partenaires privés, en particulier des acteurs bancaires qui souhaitent communiquer aussi auprès des jeunes et du coup qui sponsorisent ces événements auprès de nous. Merci. Moi, j'ai pas du tout évoqué le modèle économique parce que voilà, c'est pas la démarche d'une collectivité, si ce n'est que moi, je vous parlais de méthode de travail. Et la méthode de travail pour réussir de telles opérations comme celle qui vient d'être présentée, c'est celle du partenariat. Gilles a rappelé en introduction le nombre de collectivités qui ont un bâtiment remarquable sur leur site, sur leur territoire. Avoir la stratégie de monter une démarche novatrice en termes immersifs ou de valorisation ou d'accueil du public, ça peut pas être la ville seule qui l'apporte. Il faut qu'il y ait bien évidemment nos collègues du ministère de la Culture, si c'est un site du CMN qui est le CMN, et bien aussi les autres collectivités. Et en fait, voilà, je trouve qu'au-delà du modèle économique, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant entre acteurs publics, acteurs institutionnels et acteurs privés. Alors oui, juste pour préciser que nous on est un acteur clé en fait des territoires, du fait de notre présence sur tout le territoire et du coup aussi de la valeur du patrimoine. Donc là, nous on a engagé une démarche d'expérimentation sur les tiers-lieux pour aller plus loin en termes d'activités qu'on propose. Donc c'est plus de la médiation, mais en tout cas c'est une autre manière de découvrir le monument. Et là, on a un objectif en fait d'atteindre un équilibre économique et vraiment d'ouverture encore plus forte avec les collectivités locales. Et je pense que au-delà de la question de modèle économique, il y a une question centrale en fait qui est la mesure de l'impact qu'on a, sociétal, économique aussi, indirect. Et c'est là où j'étais très intéressée. La parution, c'était la semaine dernière, je crois, d'une étude. Eh bien, il l'a sous la main. Et voilà. Voilà. Donc,
Donc voilà, je fais de la pub, mais donc pour Historic England, qui a estimé en fait la valeur économique en fait du patrimoine sur leur territoire et du patrimoine au sens large, donc pas uniquement les très grands monuments, mais vraiment aussi du petit patrimoine. Enfin, j'utilise le terme petit de manière absolument pas négative, et qu'il a estimé, je crois, c'était à 500 pounds par habitant, voilà, par habitant. Et je pense qu'en France, on a aussi progresser sur ces analyses d'impact, et parce que dans notre modèle économique, il faut qu'on prenne aussi en compte notre mission de service public et l'impact qu'on a en termes de développement des territoires et d'impact social et économique. Super, merci. En fait, là, on est sur des activités en fait qui sont très diverses. Si on prend si on prend Aurain Valide, l'exemple qui a été donné, c'est on injecte en fait une nouvelle activité dans un bâtiment à un horaire où le bâtiment n'est pas ouvert, et le bâtiment préexiste et il est déjà entretenu parce que le ministère de la Défense, qui est propriétaire du bâtiment, l'entretient sur sa subvention de fonctionnement. C'est pareil pour le Centre des Monuments Nationaux, pour une bonne partie des activités. Abla n'en a pas parlé, mais quand le président de la République décide qu'il faut réouvrir Villers-Cotterêts, Villers-Cotterêts, il y a des activités qui seront ouvertes au public et qui seront financées sur fonds publics avec une subvention de fonctionnement, mais le bâtiment est tellement grand qu'un certain nombre d'activités en fait vont être confiées à des acteurs privés qui feront de l'hôtellerie, qui feront de la restauration. Alors je dis restauration-hôtellerie, c'est le cas du Relais de Chambord par exemple, qui a été installé dans des communs du château de Chambord. C'est un bâtiment qui était inutilisé. Il y a la même chose à Versailles. Ce sont des bâtiments qui sont inutilisés, qui ne sont pas utilisables à des fins purement patrimoniales, au sens visite de musée, visite de bâtiments historiques. Pour autant, c'est un écrin que l'on souhaite préserver, et quand on voit effectivement les activités qui ont été injectées, on se dit c'est peut-être pas si mal d'avoir conservé le bâtiment, de l'avoir restauré et de l'avoir confié à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va amener une activité qui n'est pas une activité culturelle et patrimoniale, mais qui permet au bâtiment de survivre, parce que dans les 44 000 bâtiments que j'ai évoqués tout à l'heure, tous ne sont pas accessibles au public. Et c'est là où des interventions comme celle de Michael peuvent être utiles, parce qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas ouverts au public pour plein de raisons de sécurité, d'état sanitaire, etc. Mais pour autant, d'autres événements peuvent y être apportés à l'intérieur ou à l'extérieur pour d'autres activités. Donc, pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'il y ait de modèle économique vertueux, parce que ça dépend vraiment de la nature du bâtiment en question, de ce qui s'y passe déjà et de ce qu'on peut y faire. Sébastien évoquait tout à l'heure les partenariats. Je travaille à la Caisse des Dépôts dans une activité qui s'appelle la Banque des Territoires. Le sujet vraiment pour nous en tant qu'investisseurs, typiquement, c'est de se dire alors je déteste ce mot parce que ça vient d'un univers qui n'est pas le bon, mais quel est l'écosystème dans lequel le bâtiment s'inscrit, quels sont les acteurs qui peuvent s'y installer, quelle est l'identité du bâtiment et qu'est-ce qu'on peut faire de cette identité. Je reprends l'exemple du Relais de Chambord. Le Relais de Chambord, c'est une ancienne, il serait dégoûté si je dis ça, c'est une ancienne grange, sauf qu'elle est magnifique, mais vous y installez pas un musée parce que le musée, il est déjà à côté. Et pour autant, le bâtiment est là. Le château de Versailles, c'est tellement grand. Il y a tellement de bâtiments. Il y a tous ceux qui ont été restaurés sur la place d'Armes, mais on va pas y remettre à nouveau un musée puisque le musée, il est déjà derrière. Donc, on trouve, avec beaucoup de réflexion, ça prend énormément de temps. Là, il faut pas se le cacher. Il faut avoir des collectivités territoriales qui sont investies dans leur territoire. Et je vais dire quelque chose. Il faut avoir des élus, en fait, qui sont là pour longtemps. Parce que les projets, les projets moi je travaille sur des dossiers actuellement sur du patrimoine. C'est des dossiers qui sont en travaux depuis 5, 10, 15 ans. Pourquoi ? Parce que un élu à tel niveau de responsabilité de la commune, du département, de la communauté de communes change.
et il change, et donc il faut représenter le projet à son successeur, convaincre le successeur ou la successeuse que le projet est d'ampleur et qu'il va avoir un impact, etc., jusqu'à ce que vous ayez bouclé tout le monde. Et une fois que vous avez bouclé tous les partenaires, il faut aller chercher les banquiers. Les banquiers vous disent, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez toutes les collectivités territoriales avec vous? Donc vous refaites le tour des collectivités territoriales, etc., etc. À la fin, on y arrive, mais ça prend du temps. Voilà. Donc merci à tous de votre attention, merci aux 4 invités de leur témoignage, et merci au CITEM d'avoir organisé cette table ronde. À bientôt.